Bienvenue à ce webinaire organisé par Agrotransfert sur la thématique du vulpin des champs qui s'intitule « Lutte contre le vulpin et changement climatique, adapter les stratégies pour continuer à le maîtriser ». Donc je suis Marie Flamand, je suis chef de projet à Agrotransfert et je co-présente ce webinaire avec mon collègue Bastien Boquet, que vous voyez ici à la caméra. Bonjour à tous. Nous avons aussi des collègues qui sont modérateurs, donc qui seront là pour gérer les questions que vous pourrez poser au fur et à mesure. Je vous présente Arthur Quénesson, qui donc reviendra nous voir dans la phase de questions. C'est ça. Bonjour à tous. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, donc quelques petites infos avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, au programme, nous allons vous redonner des éléments sur la biologie du vulpin, qu'on considère comme les éléments de base de la biologie du vulpin, et vous montrer en quoi ces éléments ils sont en cours d'évolution. Ensuite, on vous parlera des conséquences de ces évolutions sur les leviers de gestion du vulpin. Et enfin, on abordera dans les parcelles où on a de plus en plus de problèmes et une forte infestation, les leviers agronomiques qu'on peut mobiliser pour gérer cette forte infestation. On est ensemble pour 45 minutes de présentation et ensuite ce sera suivi par 30 minutes de questions. D'où proviennent les éléments que nous allons vous présenter aujourd'hui? Ils proviennent de deux projets de R&D, le projet Adventure et le projet Copra. Ce sont deux projets qui diffèrent par l'échelle de généricité des résultats qu'on produit. Le projet Adventure, c'est un projet qui est en région Hauts-de-France, dont les résultats sont valides, on va dire moitié nord de la France. Alors que le projet Copra, c'est un projet à échelle nationale. Il y a des partenaires qui sont différents dans les deux projets. Je ne vais pas tous vous les citer. Vous avez donc les logos qui sont présents sur la diapositive. Mais en ce qui est de la finalité, ce qui concerne la finalité des deux projets, elle est assez similaire. Il s'agit de gérer les adventices avec moins d'herbicides et d'outiller les agriculteurs, les acteurs agricoles en ce sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ces résultats de projets qui sont donc complémentaires, on les a fusionnés pour vous faire la présentation qu'on vous propose aujourd'hui. Des généralités déjà sur la germination des adventices. La germination, c'est le passage d'une graine inerte à une plantule qui va se développer. Dans la plupart des situations, cette germination elle est précédée d'une étape de levée de dormance. Cette levée de dormance, elle est permise par un changement dans les conditions du milieu. La plupart du temps dans nos systèmes, c'est en fait le travail du sol qui crée ce changement. Donc les graines non dormantes, que vous voyez du coup en orange sur le schéma, elles vont débuter leur germination uniquement si les conditions du sol leur sont favorables. C'est-à-dire si elles ont une température du sol et une humidité du sol, autrement appelée potentiel hydrique, qui leur sont favorables, et ça c'est spécifique à chaque espèce. Si ces conditions sont présentes, elles démarrent leur germination, et ensuite il y a un développement embryonnaire qui se fait pendant une somme de degrés jour. Attention, germination, ça ne veut pas dire lever. Et il se peut qu'il y ait des graines qui germent, mais qui, pour des raisons de tassement du sol ou de profondeur à laquelle elles ont germé, elles n'atteignent pas la surface et elles meurent. Je vais maintenant revenir sur notre adventice d'intérêt. Donc, notre adventice d'intérêt, le vulpin, ses conditions de germination, c'est une température du sol de 0 degré et un potentiel hydrique de moins 1,53 mégapascal. Alors, vous allez me dire, bon, très bien, mais qu'est-ce que j'en conclus de ça? C'est pour ça que je vous ai représenté les différentes adventices, on va dire les adventices voilà, qu'on connaît tous, avec fonction de leurs paramètres de germination, température de base, potentiel hydrique. Sur ce graphique, plus on est proche du zéro des axes et moins les conditions de germination de l'adventice sont restrictives. Donc, le vulpin, il est
extrêmement peu restrictif comparativement aux autres adventices pour la température, puisque c'est lui qui a le besoin de moins de température du sol pour germer. Et pour l'humidité, il a besoin d'un petit peu d'humidité, mais pas tant que ça, et comparativement moins à d'autres adventices automnales qui sont, par exemple, le géranium ou l'agrostis. Ce qui est aussi intéressant de voir sur ce schéma, enfin sur ce graphique, c'est que les adventices, fonction de leur période préférentielle de germination, elles ne vont pas avoir les mêmes conditions restrictives. C'est-à-dire qu'on voit bien ici apparaître en marron des adventices automnales qui, elles, ont besoin plutôt d'humidité pour germer, des adventices estivales qui, elles, ont besoin de température du sol assez élevée pour germer, et puis entre les deux, des adventices printanières ou indifférenciées qui, voilà, qui ont besoin d'un petit peu d'humidité, d'un petit peu de température. Alors, maintenant, je reviens, hop là, voilà. Maintenant, vous savez que les graines dans le sol, elles subissent en fait des attaques physico-chimiques, des attaques biologiques, qui fait que une fois qu'elles ont subi ces attaques, elles sont plus en capacité de germer. Pour le vulpin, on considère que la majorité des graines n'est plus capable de germer au bout de 3 ans. Il en reste, mais la majorité, du coup, sont mortes au bout de 3 ans. Cette durée, elle s'explique par l'épaisseur de l'enveloppe de la graine du vulpin, qui du coup est assez fine. Donc du coup, enveloppe assez fine, elle protège peu l'embryon, et donc la graine n'a pas une survie dans le sol très longue. En termes de nombre de semences, on est à un nombre de semences entre 500 et 5000 produites par plante. C'est plutôt élevé. Et de tous ces éléments, on peut en déduire que la stratégie de survie du vulpin, c'est pas une stratégie qui est basée sur sa pérennité dans le sol, mais vraiment sur des conditions de germination peu restrictives, une dormance faible, beaucoup de graines produites, qui fait que ça va renouveler très fortement tous les ans. S'il y a des nouvelles graines produites, ça renouvelle très fortement le stock grainier en parcelle. Les éléments que je viens de vous présenter, ils sont plutôt connus, et pourtant, il reste sur le terrain beaucoup de questions concernant le vulpin. Ces questions, elles portent sur les périodes de présence du vulpin en parcelle, mais surtout sur les moyens de gestion. Nous, ces questions, on les a principalement recensées lors d'un diagnostic qu'on a fait en 2019 en région Hauts-de-France, où 2/3 des 178 agriculteurs enquêtés nous disaient rencontrer des problèmes de gestion adventices. Et les adventices qui ressortaient comme les plus problématiques, vous vous en doutez, c'était le vulpin et le régras pour 75% d'entre eux. D'où l'importance d'aborder ces adventices, et particulièrement le vulpin, comme on le fait aujourd'hui. Alors, nous allons d'abord, là, dans le webinaire qui vous est présenté, traiter la première question. Donc, la première question qui est « Pourquoi le vulpin est présent au champ à des périodes où on ne le voyait pas il y a encore 20 ans ?» Alors, pour traiter cette première question, on peut faire des différentes hypothèses. La première, c'est le changement climatique. Donc, des températures plus chaudes, des épisodes de pluie plus capricieux. La deuxième hypothèse, ce sont une évolution des pratiques culturelles, des pratiques agricoles. Donc, diminution du travail du sol, augmentation de l'azote minéral au cours de la seconde moitié du XXe siècle, date de semis des céréales un peu plus précoces qu'avant, et puis des programmes et des périodes d'application herbicides qui étaient plutôt avant des programmes de printemps et qui sont maintenant plus des programmes d'automne. Donc, un changement dans les programmes et les périodes d'application herbicides. Et puis, la troisième hypothèse, dont vous avez tous entendu parler, c'est donc des phénomènes de résistance aux herbicides qui apparaissent et de manière générale, une moindre efficacité de ces herbicides. Ces trois hypothèses, qui sont d'ailleurs sans doute cumulatives, elles ont pu avoir plusieurs conséquences. D'abord, un décalage des périodes de levée préférentielle du vulpin, donc sans doute des levées un peu plus tardives à l'automne, un peu plus étalées sur le printemps. Donc voilà, ça c'est à définir plus précisément, mais voilà, sans doute
que cette courbe, elle a évolué. Deuxième conséquence potentielle, une évolution des écotypes. C'est-à-dire qu'on aurait des populations de vulpins avec des génétiques distinctes, fonction des systèmes de culture et des pratiques. Et enfin, troisième conséquence potentielle, un accroissement des populations. Donc, l'idée, c'est de dire ici qu'on voit des vulpins élevés en hiver parce qu'il y en a 50 qui lèvent au mètre carré, alors qu'avant, il y en avait peut-être 1 ou 2. Et donc, l'idée, c'est que les levées ne sont pas forcément décalées, c'est qu'elles sont plus nombreuses, quelle que soit la période. Voilà nos 3 hypothèses et les conséquences qui, du coup, en résultent. Nous, dans le cadre de ce webinaire, on va principalement se focaliser sur l'hypothèse 1, qui est de dire que le changement climatique, il a eu des conséquences sur les périodes de levée préférentielle. Ça ne veut pas dire qu'on considère que les autres hypothèses sont non valides, juste, voilà, on ne les a pas étudiées. Alors, je vais d'abord m'attarder quelques instants sur ce que signifie changement climatique pour les adventices. Donc, ça signifie des températures qui sont en moyenne plus chaudes et on sait que ça va jouer sur le développement de la plante, mais donc surtout sur les conditions de germination dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire que la graine d'adventice, elle a plus facilement sa température de germination de base qui est atteinte. Et ça peut décaler les périodes de levée, comme je vous l'ai représenté sur le schéma. Deuxième conséquence, c'est des pluies qui sont certes un peu plus abondantes, mais surtout une évapotranspiration qui est plus importante. Et ça crée des sécheresses agronomiques. Donc, sécheresses agronomiques qui seront très variables fonction des années. Suivant les années, il y en aura plus ou moins, elles seront plus ou moins longues. Et donc, ça nous donne, du coup, dans notre courbe de levée moyenne, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a en fait une forte variabilité fonction de la météo de l'année. Depuis tout à l'heure, je vous dis la courbe de levée préférentielle du vulpin, elle a peut-être évolué comme ceci, comme cela. Et du coup, vous dites, OK, mais donc concrètement, cette courbe, est-ce qu'on arrive à, aujourd'hui, avoir une courbe actualisée? Alors, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de nos travaux. On a utilisé un modèle d'expérimentation virtuelle qui s'appelle le modèle Fleur 6, qu'on a fait tourner dans 15 localités représentatives de la moitié nord de la France, pour les années météo 2010 à 2020. Ça nous a donné une courbe représentative de la biologie du vulpin. Et cette courbe, on l'a ajustée en fonction des systèmes de culture et des pratiques agricoles en cours pour avoir donc une courbe actualisée des levées préférentielles du vulpin. On est encore sur une courbe qui est une version provisoire. On sait qu'on a encore quelques ajustements méthodologiques à faire. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un travail provisoire. Pour autant, il y a quelques éléments du coup, dont on peut déjà discuter. Et c'est pour ça qu'on se permet de vous la présenter. Et cette courbe, on l'a comparée à la courbe de référence. Donc, nous, au sein de la structure, la courbe de référence, elle est contenue dans l'outil Odera, dont on va vous reparler par la suite. Alors, la voici, cette courbe de référence. Et ce que vous pouvez voir sur cette courbe, c'est qu'on a donc 2 pics. Un principal qui est à l'automne et un autre qui est en mars-avril. Et entre ces pics, des périodes où il n'y a pas du tout de levée du vulpin. Maintenant, je passe de suite à la courbe actualisée, donc version provisoire, je vous le rappelle. Et parce que là, c'est un petit peu difficile de se rendre compte avec juste la courbe, je vais superposer les 2 courbes. Voici, comme ceci. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, dans notre courbe actualisée, donc en vert, on a des levées qui sont possibles toute l'année, dont des levées fin automne, début hiver, et puis des levées fin printemps et début été. Alors maintenant, je vais me demander du coup, OK, maintenant ça, qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme conséquence sur mes leviers agronomiques? Eh bien, les levées possibles toute l'année, ça veut dire que mon effet rotation culturale, il est un peu atténué.
Parce que là où avant, je pouvais mettre un maïs implanté à la fin du printemps pour du coup bien casser le cycle de mon vulpin, aujourd'hui, on voit que c'est un peu moins le cas. Ensuite, l'effet décalage de date de semis, il est un peu moins marqué parce que avant, si je décalais bien mes dates de semis de ma céréale, je pouvais ne plus me retrouver dans les périodes de levée préférentielle du vulpin. Là, il peut encore y avoir des vulpins qui vont lever malgré mon décalage de date de semis. Et enfin, du coup, l'efficacité potentielle de mon faux semis, si je suis en bonne condition du coup à l'été, du coup, je peux du coup faire un faux semis sans doute un peu plus précocement que ce que je pouvais avant. Donc là, je vous ai donc montré la courbe, donc la courbe moyenne. Mais ce que je vous ai dit avant, c'est que le changement climatique, c'était aussi une forte variabilité interannuelle, qui donc allait avec des épisodes de sécheresse agronomique variables suivant les années. Donc, pour illustrer ça, je me suis placée à Étrémons, là où on est basé à Agrotransfert, et j'ai regardé 2 années qui sont extrêmement contrastées en termes de sécheresse agronomique. Alors, attention, les graphiques sont un petit peu chargés. Les voici. On va les décortiquer tranquillement ensemble. Ce que vous avez en jaune, c'est la courbe des températures journalières sur l'année en cours. Ce n'est pas ce qui nous intéresse principalement, puisque nous, on se focalise sur les sécheresses agronomiques, donc en fait, plutôt sur l'humidité du sol. Donc ça, c'est la courbe bleue, la courbe du potentiel hydrique journalier. Et en gris, ce que vous avez, la barre grise ici, c'est le potentiel hydrique de base du vulpin. Et donc, ce que vous voyez, c'est que quand je suis sous la courbe grise, ça veut dire que je n'ai pas les conditions requises pour que mon vulpin rentre en germination. Donc, au printemps 2011, il y a effectivement plusieurs périodes où je n'ai pas les conditions requises. Contrairement à mon printemps 2016, où je suis tout le temps avec une humidité suffisante pour que mon vulpin y germe. À l'inverse, et c'est ça qui est très intéressant entre ces 2 années, si je suis à l'été, j'ai systématiquement, l'été 2011, mes conditions d'humidité qui sont requises, alors qu'à l'été 2016, elles le sont très, très peu fréquemment. Donc ça montre bien comment en 2 années, on ne se retrouve pas du tout dans les mêmes situations en termes de conditions de germination du vulpin. Et si j'illustre ça avec des photos, vous avez ici à gauche une photo avec du vulpin qui, au vu de son stade de développement et du stade de la céréale, du coup, a germé au printemps parce qu'on avait du coup un printemps humide qui permettait au vulpin donc de germer, de se développer. Et là, donc, il va peut-être y avoir, donc c'est une supposition, hein, peut-être y avoir donc une moisson de la céréale, un vulpin qui va derrière pouvoir, suite à ça, repartir et peut-être se redévelopper en interculture et poser des soucis en interculture. À droite, ce qu'on a, c'est en fait donc un vulpin qui a déjà, donc on était dans une situation avec une moisson assez tardive, donc il n'y a pas, moisson assez tardive, du coup vulpin qui lui a déjà grainé, graines qui sont tombées au sol, avec un sol qu'on voit ici être très humide, donc ça veut dire que mon vulpin, mes graines de vulpin, là, pour celles qui sont non dormantes, elles peuvent parfaitement germer dès l'été, parce que mon sol il est très humide. Donc, tout ça, si on essaie de regarder en termes d'impact sur mes leviers agronomiques, donc cette variabilité interannuelle et cette variabilité des sécheresses agronomiques. Si on veut réaliser un faux semis, on a des graines dans le sol qui seront donc non dormantes et des graines dormantes. On fait un travail du sol, donc, et suivant les conditions de sol dans lesquelles on est, il ne va pas se passer la même chose. Si on est dans des conditions sèches, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les graines dans l'horizon du sol, mais qu'on ne va pas lever les dormances. Alors que si on est en conditions humides, là, oui, on va lever des dormances et provoquer des germinations. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Soit on était en conditions sèches, on a pu travailler le sol, mais pas de levée de dormance. Donc, par contre, quand on va se retrouver dans des bonnes conditions de semis, donc conditions un peu plus humides qui nous permettent de semer la céréale, qu'est-ce qui va se passer ?
toutes nos adventices, toutes nos graines de vulpin, elles vont là sortir de dormance parce que travail du sol en conditions humides et germer simultanément à ma céréale. Alors que quand j'ai pu faire des faux semis en conditions du coup humides, là j'ai effectivement petit à petit déstocké mes graines de vulpin et j'arrive au moment de mon semis avec du coup moins de vulpin qui va du coup lever en même temps que ma culture. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, attention, quand vous avez des situations de sécheresse agronomique et que du coup vous travaillez le sol dans des conditions très sèches, au retour de bâton, dans la céréale qui suit, avec vraiment des germinations puis des levées de vulpin qui vont être très groupées au moment où vous semez votre céréale. Et attention également, petit point supplémentaire, du temps entre le dernier travail du sol et puis le semis de la céréale, parce que donc, si vous faites un dernier travail du sol qui est très proche du semis de la céréale, c'est pareil, possibilité d'avoir comme ça des levées un peu échelonnées qui vont se faire dans votre céréale. Voilà, j'en ai fini pour les éléments de biologie et puis les petits, les premiers éléments de levier de gestion que j'abordais. Je vais passer la parole à mon collègue Bastien pour prendre la suite de la présentation. Merci Marie. Je prends tout de suite la main. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des leviers de gestion qu'on va pouvoir mobiliser pour lutter contre notre vulpin des champs. Alors Marie vous a présenté juste avant finalement toutes les évolutions de biologie du vulpin et notamment au niveau de la levée du vulpin. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça va impacter sur les leviers de gestion agronomique qu'on a à disposition pour gérer ce vulpin. Donc déjà, de manière générale, si on vous reprenez un petit peu le cycle de vie du vulpin, à partir d'un stock semencier initial, vous allez avoir un développement d'un certain nombre de plantes de vulpin, donc une infestation initiale, puis finale, qui va vous redonner une quantité de graines produites qui va réalimenter le stock. Donc vous allez pouvoir agir finalement sur ce cycle de développement par plusieurs modes d'action, que ce soit des modes d'action par évitement, donc de manière à limiter au maximum l'infestation initiale et donc le nombre de plantes qui va germer et lever dans votre culture, des leviers d'atténuation, donc là de manière à rendre la plus compétitive possible votre culture et à amoindrir finalement le nombre de plantes finales qui va pouvoir reformer des graines et réalimenter le stock. Et enfin, une fois que les graines retombent au stock, vous allez pouvoir avoir des leviers de gestion du stock qui passent donc soit par la couverture du sol ou le travail du sol, pour limiter justement ce potentiel d'infestation et les levées futures des cultures qui suivent. Donc tout ça, finalement, ça nous donne une batterie de leviers qui nous reste à disposition. Et donc, parmi ces leviers, donc vous les avez ici affichés, ce qu'il faut voir, c'est que cette batterie de leviers, elle va pouvoir être mobilisée de concert, de sorte à avoir un potentiel d'infestation le plus faible possible, in fine. Ce que vous a montré Marie précédemment, c'est que finalement, les évolutions de biologie et notamment de courbes de levée préférentielle des vulpins vont avoir un impact sur certains leviers. Donc ici, les leviers qu'on vous a mis en grisé. Donc, notamment ce qui concerne les leviers d'évitement qui passent donc par la diversification des créneaux de semis, donc notamment la date de semis des céréales, par exemple, qui va potentiellement avoir un effet un petit peu moins important qu'auparavant, étant donné qu'on a vu que une certaine quantité de vulpins pouvant encore lever à la sortie de l'automne, mais également le levier date de semis par la diversification des cultures et donc des créneaux de semis, du fait qu'on a vu également qu'on avait également aujourd'hui des vulpins qui levaient en sortie d'hiver, mais aussi en fin de printemps, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et enfin, on a vu que le levier faux semis pouvait rester toujours très intéressant, mais qu'il fallait être très vigilant justement à l'adapter si les conditions sont réunies afin de ne pas avoir un effet contre-productif de ce levier. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail justement avec un exemple donc sur la diapo suivante. Alors, si on rentre donc du coup dans un exemple, donc l'idée, ça va vraiment être de montrer qu'il y a nécessité d'adapter vos leviers de gestion aux conditions de l'année. Si on se place ici dans le cas d'une pression vulpin élevée avec un stock relativement élevé, donc vous voyez sur le schéma ici à gauche, des graines non dormantes, des graines dormantes, voilà, sur un horizon de travail d'environ 30 cm. Et si on s'intéresse en particulier à l'interculture, donc à l'issue d'une récolte, lors d'une interculture courte avant le semis de la céréale suivante,
deux possibilités vont s'offrir à vous. Soit vous allez pouvoir mobiliser des faux semis et donc déstocker au maximum en interculture avant le semis de votre culture, de sorte à avoir le moins de graines possible, comme l'avait montré Marie précédemment. Ou alors, vous allez pouvoir privilégier les leviers de travail du sol plus profond avec le labour pour enfouir les graines et remonter un nombre de graines beaucoup plus faible en surface qui vont pouvoir lever dans votre culture. Ce qui est important de mettre au regard de ça, c'est les conditions dans lesquelles vous allez travailler. Deux possibilités, soit vous êtes en conditions humides en interculture à l'automne, donc suite à la moisson, puis au moment de l'implantation de la culture, soit vous êtes en conditions très sèches, donc un été très sec, un automne très sec qui s'ensuit, comme on l'a déjà rencontré précédemment. Et donc là, ici, ce qu'on met en avant, c'est que finalement, si vous êtes dans une période plutôt humide, et bien là, il faudra privilégier les faux semis de manière à déstocker au maximum et à arriver dans une culture suivante relativement propre dans l'horizon de travail du sol, donc dans les 5-10 premiers centimètres. À l'inverse, si vous êtes en conditions sèches, vous allez travailler le sol, mais en fait, vous n'allez pas lever de dormance. Et c'est là où, justement, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de graines dans votre culture à cause des travaux du sol qui n'auront pas été efficaces précédemment. Et donc là, on va dire que dans le cas de situation humide, on va privilégier le faux semis. Et dans le cas de situation sèche, et bien là, au moment de l'implantation de la culture, il vaudra mieux privilégier le labour. Ce qu'il faut mettre en avant par rapport à ça, c'est que ça peut paraître contre-intuitif parce que finalement, lorsque vous êtes en conditions sèches, vous allez privilégier les implantations avec des techniques simplifiées en non-labour pour garder une bonne qualité d'implantation de la culture de céréales. Pour autant, pour la gestion du vulpin, il faudrait labourer pour justement éviter de se trouver répercuté derrière par des levées de vulpin qui n'auraient pas eu lieu en interculture, que vous allez retrouver dans votre culture. Et à l'inverse, en cas de conditions humides, là, plutôt privilégier un travail superficiel de manière à ne pas restimuler davantage de levée et en déstocker au maximum avant le semis de la culture d'automne. Ensuite, du coup, alors, donc là, on était dans le cas d'une pression vulpin élevée et dans le cas de figure et l'exemple d'une interculture avant l'implantation d'une céréale d'automne. Parfois, on va être dans le cas de situations de salissement encore plus élevées. Donc, on a rencontré plusieurs agriculteurs qui sont ici représentés par leurs initiales dans le schéma de droite, et on leur a demandé leur niveau de satisfaction du salissement avant-après désherbage dans leur culture de blé. Et ce que vous pouvez vous apercevoir, c'est que donc, par rapport au point initial, donc le rond et la trajectoire, on reste sur des niveaux de satisfaction dans ces cas de figure pas du tout satisfaisants, avec des pressions vulpin à la récolte, comme vous pouvez le voir dans les photos au printemps, très très élevées. Donc en fait, ça met en avant qu'on est aujourd'hui de plus en plus souvent dans des parcelles en situation très problématique et dans des parcelles sur lesquelles on se demande mais comment est-ce qu'on peut revenir à un niveau d'enherbement maîtrisé en culture. Donc par rapport à ça, donc je vais vous présenter quelques pistes de leviers qu'on a appelés des leviers pompiers qui vont être intéressants à utiliser dans des parcelles à forte infestation en vulpin. Donc 3 types de leviers. Les 2 premiers leviers, ce sont plutôt des leviers pompiers à l'échelle de l'itinéraire technique dans votre culture de céréales. Le 3e, plutôt un levier à l'échelle du système de culture et de la reconception du système. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler essimage. Donc, on a travaillé dans le cadre du projet COPRA sur l'essimage des épis de vulpin, donc qui va consister à couper les épis de vulpin avant leur retombée au sol et avant qu'ils deviennent viables. Donc ça peut être une solution à l'échelle annuelle pour faire face à un échec des pratiques de désherbage et pour limiter l'infestation, une réinfestation du stock semencier. Dans un second temps, je vous parlerai ensilage. Donc là, on a identifié donc un retour d'expérience d'agriculteur qui a ensilé sa céréale infestée d'adventices, mais en immature, de sorte à exporter toute la biomasse, y compris les vulpins à épiaison, avant qu'ils ne retombent au stock. Donc là, une solution aussi de rattrapage afin de diminuer la réalimentation du stock semencier. Et enfin, un retour d'expérience d'agriculteur qui, lui, a combiné une succession de plusieurs cultures de printemps consécutives à des leviers de travail du sol judicieusement agencés de façon assez intensive, de manière à revenir à un niveau de satisfaction du salissement après cette stratégie. Donc, dans un premier temps, en ce qui concerne l'essimage. Donc, on a travaillé sur l'essimage pour répondre principalement donc, à la première question, donc je vais vous détailler aujourd'hui ici, c'est-à-dire quelle est l'efficacité de l'essimage sur la réalimentation du stock semencier et la limitation justement de cette réalimentation.
Donc, aujourd'hui, en termes d'essimage, il existe deux types d'outils. L'outil le plus fréquent, c'est celui que vous avez sur la photo de gauche. C'est une essimeuse classique qui va couper les graines et les épis qui vont retomber au sol. Et on commence à voir apparaître des essimeuses qu'on appelle récupératrices qui vont couper les épis avec un système de barre de coupe et de récupératrices derrière de manière à ce que ça ne retombe pas au sol. Donc nous, on est plutôt dans le premier cas de figure, la photo de gauche avec les essimeuses classiques. Alors, donc, dans la majorité des cas, au niveau de l'essimage, ce qui se fait, c'est un essimage où on va couper les adventices à environ 5-7 cm au-dessus de la culture, de sorte à ne pas abîmer la culture. Et on va généralement réaliser un seul essimage par saison. Toutefois, on pourrait réaliser un second essimage si il y avait une reprise de végétation et une nouvelle épiaison des vulpins. C'est très peu réalisé, mais ça pourrait s'envisager. On pourrait également tester un essimage plus agressif, ce qu'on appelle plus agressif, c'est-à-dire un essimage où on va couper à ras de la culture, se permettre de couper une partie de la dernière feuille, mais sans toucher à l'épi, pour ne pas amoindrir le potentiel de rendement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur 9 parcelles de blé à 3 dates d'essimage, donc au 15 mai, au 1er juin et au 15 juin. Et donc, je vais vous présenter les résultats de ces travaux. Donc, déjà, dans un premier temps, l'objectif, ça a été d'évaluer l'effet de l'essimage sur le retour au stock semencier de graines viables. Donc, l'idée de l'essimage, c'est de couper un suffisamment grand nombre de graines, mais suffisamment tôt pour éviter que ces graines soient viables et qu'elles ne retombent au sol, et si elles sont viables, elles vont redonner des plants. Donc l'idée, c'est de les couper avant qu'elles deviennent viables. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'attarder sur la question de, déjà, quel est l'impact de la date à laquelle on va estimer et de la hauteur. Donc en termes de hauteur, comme vous le voyez sur le petit schéma de droite, on a coupé 4 hauteurs différentes. Donc la hauteur H1, qui est la hauteur de coupe classique, c'est-à-dire tous les épis de vulpin qui étaient au-dessus de 5 cm au-dessus de la culture. La hauteur H2, tous les épis de vulpin compris entre la hauteur max de la culture et 5 cm au-dessus. Et enfin, les hauteurs H3 et H4 qui nous ont permis de savoir ce qui restait en termes de nombre d'épis de vulpin en dessous de la culture. Donc, ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est que c'est la 3e date, donc au niveau du 15 juin, qui nous permet d'estimer le plus grand nombre de vulpins, environ 70%, donc lors de ce passage le plus tardif qu'on arrive à estimer. Et on voit finalement qu'on augmente le nombre de graines estimées avec la date d'estimage. On est à environ 47% en première date de graines estimées, un peu plus pour la deuxième, 60%, et 70% pour la 3e date. Donc on pourrait se dire que c'est la 3e date qui permet d'avoir la meilleure efficacité. Mais il faut aussi s'attarder sur la viabilité des graines qu'on va couper. Donc c'est ce deuxième graphique qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, quel va être le pourcentage de graines viables en fonction de la date à laquelle on va couper. Et là, finalement, on se rend compte que, logiquement, le nombre de graines viables, c'est-à-dire finalement ce qu'on ne souhaite pas, on souhaite vraiment couper avant qu'elles deviennent viables, il va augmenter avec le temps. Donc, en première date, vous voyez que, quel que soit l'horizon, on est sur des niveaux de viabilité très faibles. En deuxième date, là, on arrive sur des niveaux de viabilité environ de 10%. Et par contre, en troisième date, on est sur des niveaux de viabilité bien souvent supérieurs à 30% pour les graines des horizons de coupe, donc H1 et H2. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'optimum pour l'essimage, donc ce qu'on a montré nous, c'est un essimage plutôt au 1er juin, parce que finalement, on va pouvoir estimer environ 60% des graines, et ces graines, elles vont être pour moins de 10% d'entre elles vont être viables. Ce qui est beaucoup plus satisfaisant qu'un estimage en date 3 où on va estimer 10% de graines en plus et avec un niveau de viabilité nettement plus élevé de l'ordre de 30 à 40%. Donc voilà pour l'estimage. Je vais vous parler maintenant d'un retour d'expérience, comme je vous l'ai dit, sur un agriculteur qui, lui, n'a pas choisi d'estimer, mais plutôt d'ensiler sa céréale après un échec de désherbage, donc qui était composé d'une grosse quantité d'adventices en immature. Donc, c'est un agriculteur par rapport à sa situation qui est dans des systèmes assez simplifiés, type scope, avec des rotations courtes d'automne, une augmentation de la résistance aux herbicides et voilà, une nette baisse de l'efficacité de ses désherbages en céréales. Et forcément, à côté de ça, un salissement en graminées qui a eu tendance à augmenter considérablement. Et avec un objectif pour cet agriculteur de réduire son usage d'herbicides pour passer en certification HVE3. Donc, par rapport à ça, il a choisi, dans ce cas de figure, à la suite d'une céréale qui a été un échec au niveau du désherbage, d'implanter un seigle suivi d'un maïs, tous deux à destination de la méthanisation, dans l'objectif, du coup,
d'exporter, donc d'ensiler pour le seigle environ début mai la culture et les adventices qui la composaient. Et donc, ce qui a permis à la fois de gérer le potentiel d'infestation, donc de ne pas réalimenter le stock, mais aussi d'avoir une culture compétitive qui lui a permis d'atténuer finalement la quantité de vulpins présente en culture. Et donc ça, finalement, ça lui a permis d'arriver à un niveau de satisfaction après le maïs en interculture à l'automne très intéressant, puisque dans le blé qui a suivi, on était sur un niveau de salissement beaucoup plus faible suite à cette double culture. Si je passe maintenant au troisième exemple de levier et de retour d'expérience, donc ici, on est plutôt à l'échelle système de culture, comme je vous l'ai dit, où on va s'attarder à un agriculteur qui, lui, a totalement reconçu son système dans une parcelle où on était historiquement en rotation courte avec des blés sur blé, des problématiques graminées, notamment vulpins, qui allaient montantes et allaient jusqu'à faire perdre jusqu'à 20 quintaux lors du dernier blé avant la conception du système. Et donc, ça a mis en avant le besoin de réduire cette infestation, de mettre en place une succession de cultures de printemps qui lui a aussi permis de saisir des opportunités de diversification avec certaines cultures. Donc, comme vous le voyez, l'agriculteur a choisi de mettre en place 4 cultures de printemps consécutives, donc le pois, le lin, le colza de printemps à destination semences et le maïs grain. Donc ça, c'est des cultures exemples qui pourraient tout à fait être remplacées par d'autres cultures dans d'autres cas de figure. Et donc là, l'idée, ça a été d'agir sur le potentiel d'infestation, donc avec une succession de déchômages en interculture avant les cultures de printemps, donc soit à l'automne avant l'implantation d'un couvert, soit au printemps avant l'implantation de la culture de printemps, et avant le blé, à la suite des 4 cultures de printemps, un labour, de sorte à remonter en surface une très faible proportion de graines, puisque les 4 années de culture de printemps ont permis de déstocker le vulpin, qui, rappelons-le, est une espèce peu persistante dans le sol et qui a un taux annuel de décroissance très élevé. On va perdre environ 65-70% des graines par an. Donc, on est sur un niveau de stock très faible à l'implantation du blé en 2014, comme vous voyez ici, et une satisfaction au niveau du salissement relativement bonne, puisque vous voyez, l'agriculteur nous a donné une note de 1, comparativement à une note de 4, 5 ans plus tôt, au niveau du désherbage du blé. Donc, voici pour ces différents exemples. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir par rapport à cet adventice et au levier de gestion qu'on va pouvoir mobiliser par rapport à cet adventice. Donc, déjà, c'est comme l'a dit Marie, dans un premier temps, c'est que le vulpin, on voit que c'est une adventice qui est vraiment très plastique, qui va pouvoir se développer un petit peu tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les adventices. Elle présente des paramètres de germination et de levée très peu restrictifs, et ce qui va expliquer que vous la rencontrez de par l'évolution climatique notamment, de plus en plus souvent dans de nombreux systèmes de culture. On va avoir des levées de plus en plus continues et finalement, comme vous l'a montré, une moindre importance de l'aspect période préférentielle parce qu'on va pouvoir le rencontrer de plus en plus souvent. Et à côté de ça, une météo annuelle qui va influer très fortement au niveau des cohortes de levée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des années avec une très forte pression et d'autres beaucoup moins parce que les conditions de levée de dormance n'étaient pas présentes. Donc voilà, mais généralement, une adventice qui tend à être montante et à poser de plus en plus de problèmes. Et donc, comme je vous l'ai montré précédemment, on va avoir des leviers agronomiques qui peuvent être individuellement, aujourd'hui, moins efficaces qu'avant. Et donc, ça renforce l'intérêt de les combiner pour maximiser leurs effets. Il faut bien avoir en tête que les leviers agronomiques, c'est un ensemble de techniques à effet partiel. Et donc, leur effet devient de plus en plus important dès lors que vous allez pouvoir les coupler et les combiner au mieux et les adapter au contexte de l'année dans votre système. Et donc, on a vu que certains agriculteurs avaient pu mobiliser des solutions pompiers, efficaces pour revenir à des niveaux de satisfaction et de salissement acceptables, que ce soit en dernier recours dans une culture de céréales avec l'ensilage ou l'essimage pour limiter au maximum le réapprovisionnement du stock semencier, mais aussi à l'échelle de la rotation avec le levier diversification des cultures, notamment par les cultures de printemps qui restent tout à fait intéressants malgré tout, en enchaînant plusieurs cultures de printemps consécutives, couplées à un agencement du travail du sol cohérent, de manière à revenir à un niveau de satisfaction du salissement acceptable dès l'implantation de la culture d'automne suivante. Voilà. Donc voilà pour ces petites conclusions. J'en profite pour vous parler donc, de notre outil Odera. Donc Odera est un outil d'évaluation du risque en adventice qui justement va vous permettre, en fonction de vos adventices problématiques et de l'ensemble des leviers de gestion agronomique dont on peut disposer, de les agencer au mieux pour justement avoir un système de culture
résilient et satisfaisant en termes de salissement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on dispense une formation donc à Étremont le 6 avril. C'est mon collègue Simon Vandris qui est présent aujourd'hui qui la dispense. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter notre secrétaire Mylène Ling qui est responsable des inscriptions. Donc vous avez son mail juste en dessous. Voilà. Et en guise d'ouverture, pour ma dernière slide, du coup, donc dans le projet Adventure, on travaille à un outil d'estimation du stock semencier. Donc, on vous l'a dit, aujourd'hui, on vous a parlé exclusivement de l'évolution des périodes de levée en lien avec les évolutions climatiques. Mais une des hypothèses dont Marie a parlé tout au début, c'était aussi un potentiel accroissement des stocks semenciers dans les parcelles agricoles qui est avéré parce qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus de parcelles infestées et à floraison avec des échecs de désherbage. Et donc, en fait, ce stock semencier, donc on sait qu'il tend à être de plus en plus grand, mais on a beaucoup de mal à l'estimer. Voilà, on sait très peu aujourd'hui dire quel est le niveau de salissement de nos stocks. Est-ce qu'on est sur un stock faible, un stock moyen ou un stock fort? Et donc, dans le projet Adventure, notre idée, c'est de concevoir un outil d'appréciation du stock. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va donner un résultat très précis, comme pourraient le faire des outils de recherche avec des protocoles lourds qui vont demander beaucoup de manip en conditions contrôlées. Ici, nous, à partir d'observations de terrain et du recueil des pratiques historiques de l'agriculteur, on va mettre tout ça ensemble de manière à vous donner une appréciation du stock. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir derrière estimer ce stock afin d'anticiper et de réorienter ces pratiques si besoin, afin de sécuriser ces changements de pratiques et donc d'arriver sur un système où la prise en compte du stock peut nous permettre de rester sur des niveaux de satisfaction de propreté des parcelles. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions et on va essayer d'y répondre pour celles dont nos collègues n'ont pas répondu dans le chat. Merci. Alors oui, il y a quelques questions. Alors, il n'y a pas eu de vote sur les questions, du coup, je vais les reprendre dans l'ordre qui ont été posées. Ça sera plus simple. Alors, la première question, alors on a déjà répondu dans l'onglet, mais peut-être que vous pourrez apporter quelques précisions sur la figure qui montre les potentiels hydriques et les températures de base du vulpin comparé à d'autres espèces. La question était de savoir si on pouvait retrouver cette figure, enfin ces données, et où est-ce qu'on peut les retrouver. On mettra cette présentation du coup en ligne. Donc du coup, vous pourrez retrouver cette présentation et donc le graphique qui est dessus en ligne. Et je pense que ça fera l'objet d'une sortie dans le cadre des projets Adventure où on la mettra effectivement dans nos sorties de projet. Après, si la personne veut plus directement vraiment ce graphique, il n'y a pas de souci. Contactez-nous, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Sur la courbe de levée du vulpin donc, qui a été simulée, donc, qui est provisoire, une question est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer en fait, la levée du vulpin entre juin et juillet sur cette nouvelle courbe. Une des premières choses, c'est peut-être de se dire que il y en a quand même un petit peu toujours eu des levées de vulpins en juin-juillet, mais juste on les observait pas forcément avant. Et l'intérêt d'avoir un modèle de simulation, c'est que ce modèle de simulation, il nous fait ressortir des éléments qu'on visualisait, dont on se rendait peut-être pas forcément aussi bien compte avant. Ça, c'est une première, effectivement, hypothèse. Je ne sais pas si, Bastien, tu veux compléter. Oui, je disais non, je suis d'accord avec toi. C'est un modèle qui va prendre en compte la biologie et effectivement, en parcelles cultivées, en fonction des implantations, notamment des cultures, on peut ne pas se rendre compte des pressions, enfin des levées potentielles à cette période de l'année, qui aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec les évolutions climatiques, ont évolué et ont bougé d'un sens comme de l'autre. Donc c'est ce que montre cette courbe. Dernière question. Dernière question. Sur la partie de présentation des leviers de gestion des adventices, Bastien, tu parlais d'un retour de bâton au niveau du faux semis dans la céréale qui suit. Et la question est qu'est-ce qui se passe, que faire dans le cas de l'enfouissement des graines du vulpin avec un labour? Du coup, en fait, l'idée, c'était vraiment de lier ça aux conditions météo et du sol au moment de l'interculture.
Et justement, le labour, dans ce cas de figure, alors ça dépend en fait, le stock semencier, effectivement, si vous avez votre stock semencier qui finalement est regroupé sur déjà un horizon 0,30 parce que vous avez déjà labouré l'année d'avant, effectivement, le labour ne pourra ne pas être non plus la solution parfaite. Et on sait que contre le vulpin, mieux vaut un labour très ponctuel qu'un labour tous les ans. Pour autant, dans ce cas de figure, il vaudra mieux remonter un petit nombre de graines issues du stock en profondeur plutôt que garder un stock de graines relativement conséquent en surface que vous n'aurez pas réussi à faire déstocker par les fausses mie. Et donc, du coup, voilà, choisir plutôt un labour dans ce cas de figure plutôt qu'un retour de bâton à cause des conditions potentiellement sèches de l'été qui vont ensuite se répercuter dans la culture. Une question qui vient d'arriver, justement par rapport à l'enfouissement des graines avec le labour. Une idée de la profondeur d'enfouissement pour une bonne efficacité? Alors, on sait que le vulpin, c'est pas une des adventices qui va pouvoir germer parmi les plus profondes. En dessous de 7-8 cm, il ne lève plus. Il peut germer, mais il ne lève plus. Donc, il n'y a pas besoin d'un labour ultra profond. À partir du moment où vous arrivez à enfouir les graines suffisamment profond à une quinzaine de centimètres, le boulot est fait. Pour autant, on sait que plus vous allez travailler profond, plus vous allez être en mesure d'enfouir la totalité du stock parce que voilà, le stock il est réparti entre 0 et 30 et il n'est pas que à 0 et que à 30, il est bien réparti sur l'ensemble de l'horizon travaillé. Voilà, un labour agronomique avec une charrue d'échaumeuse peut faire un tout aussi bon boulot si vous arrivez à enfouir les graines de surface. Ben, très bien, bon, il y a plus de questions. Je pense que vous avez été clair et efficace dans le message, donc très bien. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, on clôture ce webinaire, on vous laisse répondre au sondage et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, bonne journée.